J'ai regardé Google Actualité et je suis tombé sur un... d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer sur un petit titre qui était pour moi, sondage, les propositions de loi insoumises plébiscitées par les Français. Alors, là, vous voyez pas mes yeux, mais j'ai été abasourdi, puisque actuellement, j'aurais plutôt tendance à croire que les Français se posent des questions, surtout, sur les capacités mentales, justement, de ces élus de la LFI qui semblent être dans l'agression permanente et envers tout le monde. C'est tout juste s'ils ne mordent pas la main qui se tend vers eux pour leur donner un petit frichti. Je sais pas. Mais en tout cas, selon un sondage, les propositions de loi insoumises plébiscitées par les Français. Après, si tu fais une proposition de loi où tu proposes 10 000 € par mois pour tout le monde, bon bah, à part quelques esprits un petit peu chafouins, tout le monde sera d'accord. Moi personnellement, si tu me proposes un salaire à vie sans rien branler, je suis plutôt pour. Si tu me dis que tu vas faire en sorte qu'au coin de la rue, je puisse faire tout ce qui est administratif et que les fonctionnaires seront souriants, que cela ne me coûtera 0 €, 0 centimes, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Donc c'est vrai que si tu me fais des propositions de loi qui sont tellement sympatoches, je vois pas pourquoi je les refuserais. Simplement parce qu'elles sont faites par un insoumis. Donc on va regarder un petit peu quelles sont ces propositions. En tout cas, voilà, c'est digne d'un dictateur africain ou d'une république bananière. Les pourcentages de suivi. Alors 92%, 91%, 90%. Les résultats du dernier sondage Harris Interactive quant aux propositions portées par la France Insoumise donnent le tournis. C'est vrai que là, j'en ai la tête qui tourne. D'ailleurs, certaines personnes qui regardent le live en même temps là, que j'enregistre, se disent « Mais qu'est-ce qui a fait Siri ? Il a perdu toutes les maîtrises, ou il s'est drogué, on sait pas, il est pas bien. Bah oui, j'en ai le tournis. » Réponse à la crise du logement. Moratoire sur les méga-bassines. Indexation des salaires sur l'inflation. Guichet d'accueil partout pour les services publics. Toutes les propositions testées par ce sondage recueillent une opinion plus que majoritaire, quasi unanime. Bah oui, ouais. Bah oui, mais je vais pas être chafouin, mais oui, c'est vrai, moi aussi. Tu me poses des questions comme ça, tu me dis, bonhomme, t'aimerais avoir des guichets d'accueil partout en France ? Ah, tu poses la question à des gars qui sont dans une zone où il y a pas un truc, genre leur CAF elle est à 200 bornes, leur centre des impôts il est à 150 bornes, bah ouais, il y a des choses qui soient plutôt ok avec le fait qu'il y ait des guichets d'accueil. On va lire. L'enseignement du sondage est clair. Oui, il est clair. Le nombre veut que ces mesures soient votées. Oui, votez ces mesures. Les députés de la minorité présidentielle, jeu de mots, jeu de blaireau, jeu de main, jeu de coquin. Donc, les députés de la minorité présidentielle et du Rassemblement national, ah là, ils ont pas fait le jeu de mots, de la haine nationale, s'y opposeront-ils comme ils l'ont fait l'an dernier, et main dans la main pour contrer le blocage des prix et toute autre proposition d'urgence sociale proposée par la LFI. Le truc, c'est pas tellement les mesures qui sont proposées, c'est il y a toujours des conséquences à des choix. On peut choisir, on l'a fait. D'ailleurs, le gouvernement l'a fait pour nous. Le gouvernement a dit restez chez vous. On va arrêter la machine. Ça coûtera ce que ça coûte. Bon, quand on disait ça coûtera ce que ça coûtera, tout le monde savait qu'il y avait qu'une personne qui allait raquer. C'était celui-là qui n'a pas d'argent. C'était le petit. C'était le sans gratte. C'était toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Tu le savais.
Tu savais que quand asseyant, tu commençais déjà à avoir mal au cul. Oui, tu savais. Bah là, c'est pareil. Les mesures peuvent être sympas, mais qui c'est qui va les financer et comment? Moi, je transpose. Là, on nous dit, oh, accueillons le monde entier. Oh, lui dans son pays risque la mort. Ah, lui, il cherche un avenir meilleur pour ses enfants qu'il n'a pas encore. Mais il vient même pas avec sa femme. Hein. Il compte à se trouver sur place. C'est le bonheur, c'est l'amour. Dans le pilou-pilou et tout ça, hein. Et des fois, quand elles veulent pas, bah ils forcent un peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, venez chez nous. On va vous nourrir, on va vous soigner, on va vous trouver une maison. Ben oui, mais il n'y a pas de maison. Donc il faut les fabriquer. Donc il faut dire, il nous faut un plan quinquennal de construction de nouveaux HLM. Mais il n'y en aura jamais assez. Et on nous dit, bon, venez, on va vous soigner. Oui, donc le système, ben, il faut le payer, il faut le financer. Donc là, il coûte de plus en plus aux Français. Il n'y a pas de réduction du coût de la santé en France. Par contre, le service, lui, a drastiquement baissé. Si t'as pas une bonne mutuelle, si tu peux pas aller dans le service, dans le privé, mais 5 tu la 5. Je dis toujours cette phrase, personne se fait la référence, c'est un truc qui date de Mathusalem. Mais bon, c'est Lubangui-Chari. Vous allez attendre pendant des heures, vous allez devoir passer par les urgences, et vous n'aurez accès à pas un professionnel. Hein. Mais oui, mais ça par contre c'est... on va financer tout, on va financer. Bon, on va prendre chaque point les uns après les autres et on va voir. Salut Virginie, comment vas-tu Virginie? Si le nom du site c'est l'insoumission, il est évident que c'est de la propagande. Non mais que ça soit de la propagande, c'est pas grave. On en fait tous de la propagande. Non, par contre ce qui est important, c'est de voir les travers qu'ils utilisent pour rendre tout cela plutôt intéressant. Donc, plus de 9 Français sur 10, 92%, sont favorables à une loi pour indexer les salaires sur l'inflation. Mais qui c'est qui serait contre une loi pareille? Non mais, objectivement, qui c'est qui serait contre une loi qui obligerait les entreprises à indexer les salaires sur l'inflation? Il y a quand même 8% de personnes qui sont contre. Donc peut-être les personnes qui ont un minimum, un minimum de réflexion. Alors, moi qu'on me pose des trucs pour les salaires au minimum. Donc le SMIC par exemple. Qu'on me dise, je suis favorable à une loi pour indexer les salaires au SMIC en temps réel. À la limite, déjà, d'un point de vue économique, ça peut être compliqué, très compliqué. Mais là, je le comprends. Mais indexer les salaires systématiquement sur l'inflation, c'est compliqué aussi un petit peu, c'est compliqué. Économiquement, là encore, qui c'est qui va payer? Déjà qu'on nous dit, on nous martèle, est-ce que c'est vrai que c'est faux? Je sais pas, je suis pas économiste. Que nos entreprises ne sont pas concurrentielles, alors que on nous a toujours dit, bon là ça commence à changer, qu'en fait les salariés français étaient en Europe ceux qui étaient les plus performants. Oui, il y a un truc que je comprends pas. On était censé être les plus performants, mais en fait, de l'autre côté, on n'a pas les retours qui correspondent. Je pige pas. Donc, oui, quand tu fais des propositions comme ça, qui c'est qui peut refuser des propositions comme ça? Qui c'est qui peut dire « Non, moi je suis pas favorable à une indexation sur les salaires ». Malgré la quart mondialisation avancée et qui va s'accélérant en France. Oh, j'ai peur! Le président Macron refuse d'étendre cette disposition qui existe déjà pour les 2 millions de personnes payées au salaire minimum. Soit 12% des salariés en France! Ah oui, les smicards, en fait, oui. Ah, les smicards! Même pas! Donc, c'est vrai, il parle même pas des smicards, il parle de qui, quoi? Et de qui, là? Soit 12% des salariés en France, les 86% restants ne bénéficient pas de cette indexation. Pourtant, il y a urgence
un Français sur 3 et un étudiant sur 2 ne peut s'alimenter convenablement. Bon, pour les étudiants, là, on a des métiers en tension. Serveur. Nettoyeur de chiottes. Donc des métiers pas qualifiés. Des métiers qui peuvent être faits à temps partiel. C'est même les entreprises aiment bien ça. Pourquoi tous ces étudiants? Moi je sais pas, moi j'ai connu une époque où tous les étudiants que je connaissais avaient un travail en plus. Hein, c'était pas... Soit ils étaient serveurs dans un troquet, soit ils bossaient chez McDo, soit... Mais... Tous ces étudiants là qui... Et puis ils sont où ces étudiants? Ils sont en centre-ville, ils sont... ils ont pris leur élan, ils ont quitté papa-maman, ils ont leur petite maison, ou alors ils sont peut-être ce sont des gens qui viennent de la province, parce que pour moi il y a que qui compte, hein. Il y a que où pour moi il y a une pertinence dans cette demande-là. Moi un mec qui vient de sa région, au fin fond de sa région, et qui pour des raisons ou une raison ou une autre, il est obligé d'aller vers une métropole quelconque, une grande ville. Là, effectivement, lui, il est complètement sorti du système. Bah, c'est vrai que lui, ça va être la catastrophe, hein, puisqu'il lui faut un appartement, il faut qu'il bouffe, etc. Lui, c'est sûr, il va avoir un travail. Hein. Ah, il va avoir un travail, lui. Hein. Il va bosser. Hein. Est-ce que ça va être plus simple pour lui? Bah non, ça va pas être plus simple. Donc, moi, les étudiants qui étudient, mais qui vont boire des mousses le soir et qui pleurnichent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger... Hein? 6 Français sur 10 doivent renoncer à se soigner. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Mais c'est pas parce que le système n'est pas alimenté convenablement en pognon. Il n'y a jamais eu autant de pognon. Ouais, sérieusement, le pognon, il y a pognon. Par contre, le service en face, c'est de moins en moins. Hein. Ah, il faut maintenir le système de sécurité sociale, etc., etc. Et on alimente avec des gens qui ne cotisent pas, et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et ceux qui sont les premiers à pousser à cela, c'est la France Insoumise aussi. On est d'accord? Donc enfin, c'est eux qui foutent le feu. Et ils veulent nous dire qu'ils ont une solution. Mais la solution, c'est pas eux qui vont la générer. Leur solution, c'est de faire payer encore plus ceux qui peuvent encore payer. C'est-à-dire la classe moyenne pour ce qu'il en reste. Parce que quand t'es trop pauvre, tu payes pas. Et quand t'es trop riche, tu payes pas. On le sait très bien. Donc ceux qui payent, c'est le cochon de salariés. Hein, le cochon d'agriculteurs. Le cochon d'ouvriers, d'artisans, etc. Parce que c'est le seul qui ne peut pas fuir. Non, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. 330 000 personnes n'ont pas de toit. Bah tiens, plus de 30 000 en un an. Donc 42 000 enfants. 42 000 enfants. Mais c'est 330 000 personnes qui n'ont pas de toit. Plus 30 000 par an en un an. Donc qui sont-ils? Qui sont-ils? Alors... je vais évoquer des idées. Ce sont des honnêtes travailleurs qui voient leur usine fermée. Ils sont à la rue. L'office HLM ne peut pas les garder car ils n'ont plus les revenus nécessaires. Ils sont jetés à la rue. Ils errent dans cette ville, je ne sais pas, j'imagine ville du Nord, vous voyez, avec les maisons alignées en briques roses. Et ils marchent avec leurs petits baluchons et puis ils cherchent, je ne sais pas, ils ont une voiture, ils avaient une voiture, ils n'ont plus d'essence pour pouvoir la faire rouler, mais ils arrivent quand même à dormir dedans. Il fait froid l'hiver là-dedans, mais ils y arrivent quand même. Donc le petit dernier qui a 6 mois, grelotte. Sa mère essaye de l'alimenter, mais elle la fatigue, elle n'a plus de lait à donner. Et le Secours populaire français n'a plus de lait en poudre à offrir. Bon, donc voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est les personnes qui n'ont pas de toit, c'est ça.
ce sont d'honnêtes travailleurs qui sont dans le pays depuis moult générations, ou même depuis qu'une, pourquoi pas. Allez, ne serait-ce que depuis 20 ans. Donc c'est eux, ces gens, ces 330 000 personnes qui n'ont pas de toit, plus de 30 000 en un an, dont 42 000 enfants. C'est ça? Bah faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Mais que fait le gouvernement? 10% des Français supplémentaires ne peuvent pas payer les factures d'énergie. Oui, c'est un fait. Bon, il y a eu des actions côté. Vous voyez, moi j'ai un chèque. Bah tiens, bah, là justement j'ai été relancé parce que je l'ai pas utilisé mon chèque moi. J'ai un chèque de 146 €. Moi j'ai eu droit à un chèque de 146 €. Alors je sais pas pourquoi ce montant-là, etc. J'ai reçu un chèque il y a quelques mois donc, et il me relance, il m'envoie un SMS, mais t'as pas utilisé le truc, faut l'utiliser à votre 31 mars ou 31 mars ou je sais plus quoi, 2024, etc. Ouais, je vais l'utiliser, ouais, c'est bon. Et si je considère que j'ai pas besoin, que bon, voilà, dans une démarche partisane. Mais bon, donc, quelles mesures ils veulent en plus? 10% des Français supplémentaires ne peuvent pas payer les factures d'énergie. Parce qu'en fait, faire des propositions comme ça, limite, moi, je suis rien contre, mais c'est quoi leur solution? C'est quoi leur solution? Les restos du cœur vont devoir refuser des gens lors des distributions alimentaires. Mais de toute façon, à quel moment ça a été... les gouvernants ont été bien contents que les restos du cœur pop et tout ça. C'était un truc qui était censé durer quelques années. Hein. Ça fait combien? Ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe. Faut arrêter quoi. Une large majorité des Français, 91% pour le moins, est favorable à une loi garantissant des accueils physiques dans tous les services publics. Oh, ben là ça va faire de l'emploi, on est d'accord, ça va faire de l'emploi. Une large majorité des Français, 91%, sont favorables à une loi garantissant des accueils physiques dans tous les services publics. Donc ils veulent pas de trucs électroniques, tout ça. Donc en fait, pour résumer, 91% des Français veulent avoir quelqu'un sur qui taper quand ils n'ont pas satisfaction. Parce que c'est vrai que c'est super important de mettre en place des petits guichets où on va leur dire que non, on peut pas donner d'argent, non, il n'y a pas de médecin disponible, non, on va pas te remettre l'électricité parce que t'as pas payé ta facture, non, il n'y a personne qui garde ton immeuble, non, il n'y a pas de policier disponible pour prendre ta plainte parce que tu t'es fait violer, non, il n'y a pas. 80 favorables, 9% opposés. L'accès physique est un bien précieux. L'accès physique, moi aussi je trouve ça sympathique d'avoir un accès au physique. Pour garantir le droit d'accès aux services publics pour chaque citoyen et ainsi répondre aux besoins sociaux. Oh, c'est bien dit. 22% de la population n'ont ni ordinateur, ni tablette à domicile. Bah, peut-être même qu'ils n'ont pas internet, hein. Donc ils peuvent avoir l'ordinateur et tout ça, mais bon... Parce qu'avoir un ordinateur, même un ordinateur pourri, franchement, y a beaucoup. Tu peux avoir accès à un ordinateur très facilement, hein, mais un ordinateur pourri, hein, faut pas. Il y aura un vieux Linux dessus, tout ça, mais c'est possible. Par contre, il faut payer d'abonnement. Payer 30 balles, même aller les moins chers, 15-20 balles par mois. C'est un putain de budget parce que t'as le truc téléphone, etc. En fait, on sait très bien comment ça fonctionne. On nous bouffe notre fric par les abonnements. Hein, les multitudes d'abonnements. 15% n'ont pas accès à Internet, entraînant de facto une exclusion de la service public. Et en plus, ils savent pas écrire, bande d'incapables, d'une partie de la population. 13 millions de personnes rencontrent des difficultés avec les outils numériques. C'est vrai que, attends, Mamie Nova et Papy Raoul, tu leur demandes de faire leur déclaration sur Internet maintenant, c'est obligatoire, ou je sais pas quoi. Faut arrêter la dope. Donc effectivement, il faudrait que des gentils opérateurs, des étudiants, tiens les étudiants qui cherchent du boulot, ils aillent chez les vieux pour les aider à faire leur déclaration, etc., etc.
Mais bon, faut les payer, tout ça, faut les payer. On en revient toujours à ça, le pognon, le pognon. On en revient à quoi? Le public? Le pognon! Voilà. La dématérialisation, tant défendue par les macronistes au détriment du guichet, compromet la mission de service public en rompant nettement le principe d'égalité des citoyens, puisqu'une large partie de la population est mécaniquement exclue. Alors là, effectivement, là aussi, c'est vrai. C'est bon, alors ils ont essayé de compenser des trucs. Alors déjà, dans les mairies, ils ont commencé à mettre des box to bib, vous savez, en télé, à télédistance. Ils ont mis des box pour faire les déclarations état civil et compagnie, vous savez. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place. Mais c'est vrai que ça marche pas bien. Ça coûte cher à mettre en place. Ça remplace pas, effectivement, l'humain. Ça remplace pas l'humain, c'est évident. Mais moi, quand je vois le type de fonctionnaire auquel j'ai affaire, en tout cas d'intervenant, c'est vrai que des fois, je me dis, c'est peut-être mieux une machine. Mais là, tu vois, là encore, c'est des mesures, dans l'absolu, pour comment tu peux être contre. Donc c'est pour ça que t'as des pourcentages comme ça. Après, là encore, c'est comment on met ça en place. Les propositions du... Oui, c'est vrai. Si vous voulez... si vous aimez l'anticipation et la science-fiction... Retrouvez les programmes des personnes qui sont proposées pour être président. Hein, vous prenez le programme de Macron, vous prenez le programme de Mélenchon, vous prenez le programme de Dupont-Aignan, je ne sais pas si c'était proposé, vous prenez le programme d'Asselineau, je ne sais pas si c'était proposé, vous prenez la proposition de Micheline Dax, je veux dire Marine Le Pen, vous prenez tous les programmes d'Éric Zemmour, etc. Il y en a sans doute d'autres, je sais plus. Et ah tiens, la folle de Paris, Babouchka, Miss Tahiti, et les autres, et vous lisez leurs propositions, et vous allez retrouver des propositions comme ça. Salut Benjamin Tal, bienvenue à toi. Vous allez vraiment vous prendre des trucs comme ça, et vous vous dites ça a l'air bien, je veux. Mais après, il y a la mise en place, il y a la concrétisation. Alors, qu'en dire, que faire, comment vient le truc, je sais pas, je dis pas. Mais bon. Peut-être qu'après, ils proposent... Parce que là, en fait, ils font un sondage pour... voilà, les propositions que fait la LFI, etc., ou veut faire la LFI, les Français sont pour. C'est marrant, moi, les propositions qu'ils ont faites à l'Assemblée nationale, c'était pas celle-là. Et en général... Toutes celles qu'ils ont faites étaient à un moment ou à un autre problématiques. Ou alors ridicules. Ou alors pertinentes. Par exemple, là, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'histoire du pipi caca, vous savez. C'est vrai, c'est une réalité. Il n'y a pas assez de toilettes publiques dans les villes. J'ai vu des gens qui mettaient en commentaire, oui, mais bon, ils sont cons les gens dans les villages. On sait bien que les toilettes sont toujours près de l'église. Oui, dans les villages, parce qu'en fait, ces endroits-là, ils existent depuis longtemps. Ils n'ont pas été détruits. Il n'y a pas un passage de ouf, donc c'est pas dégueulasse. Il suffit que la dame ou le bonhomme qui s'occupe du nettoyage passe une fois par jour, une fois tous les 2 jours, et ça suffit. Par contre, c'est vrai, dans les grandes agglomérations, c'est le bordel. Et l'histoire du... Oui, mais en fait, quand vous avez qu'à aller dans les bars, dans les machins... Mais... entre ceux qui vont mettre en place un système par pièce, vous savez, donc soit vous mettez de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut demander soit c'est une vraie pièce, type 50 centimes d'euros, 1 euro, on fait qu'importe, ou alors c'est un système de clé. Par exemple, McDo, c'est une clé. T'es censé, c'est vrai, dans l'absolu, avoir accès aux sanitaires si nécessaire, etc. Mais dans la pratique, non. Tu vas dans une gare, t'as pas de... Moi, je sais pas, moi, personnellement, je me suis vu, une fois, j'avais pas de pognon. Je suis dans une gare, je sais plus, c'était une gare à Paris en plus, hein, ça devait être gare de l'Est ou gare du Nord, je sais plus. Contre les voies de banlieue, j'en pouvais plus. Ouais. J'allais rendre par terre. Et la gonzesse, il y a comme dans le métro des petits trucs, vous savez, vous passez, vous clic, 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 clic. Je sais pas comment ça s'appelle. Et
Et je voulais, franchement, je pouvais pas. Ah, madame, je peux pas et tout. Ah non, il faut. Ah non, non, c'est 30 centimes. Ça. J'ai dit, c'est ça, madame? Et je commence à déboutonner mon falzar. Et elle baissait. J'ai dit, moi, je vais chier là devant vous. Hein. Je m'en fous. Hein. Moi, de toute façon, il faut que ça sorte. Hein. Donc, elle m'a fait passer. Allez. Non, mais vous voyez, il faut foutre la pression comme ça. Donc, ou alors, parlons de Paris, parce que je connais réellement que Paris, hein, très peu les autres villes. Ils ont mis en place, donc c'est pas mal, c'est leur système, leur box, ça fait trentaine d'années que ça existe, leur box, où en fin de compte, qui s'auto-nettoient. C'est génial, mais le problème après, ah ouais, mais en fait, c'est des endroits où les drogués, ils vont venir se droguer, ou alors il y a des gens, ils vont faire des cochonneries, les péripatéticiennes, elles vont faire leurs affaires. Oui. D'accord. Mais ça peut être télésurveillé, il y a des flics partout, donc vous êtes dans des grandes villes, mais donnez... Et pour les touristes, ils vont faire où leur truc, les touristes et les gens, quand tu vas faire... T'imagines, t'es avec ton gamin, t'es en pleine ville, il faut aller... C'est un enfer. Et encore les bonhommes, aller à un coin de rue entre deux bagnoles, etc. Pour les gonzesses, ça se passe comment? Non. Voilà, donc ça, effectivement, d'un point de vue purement pragmatique, la décision que la LFI... Salut Benjamin Taloula. Ah bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es tombé? T'as pas la météo? T'as fini la météo? La météo. Alors Benjamin, c'est le spécialiste de la météo. Il fait la météo tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Il a une chaîne où, au moins une fois par jour, il y a un bulletin météo avec carte météo, etc. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, moi, je suis pas du tout intéressé, mais c'est un truc de psychopathe, quoi. C'est un truc de psychopathe, ta passion. Mais bon, revenons à mon sujet. Donc, les gens, ils sont aux toilettes. Ils veulent des toilettes et ils en ont pas. Donc, effectivement, on a députés et les filles qui ont dit il faut mettre en place des toilettes. Il faut qu'au minimum, il y ait un toilette publique pour 2500 habitants. Et moi, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est le type de proposition qui demande à être proposée dans leur séquence? Vous savez que chaque parti qui a un groupe a une journée, je sais plus tous les combien de temps, où ils peuvent proposer faire des propositions de loi. Voilà. Et c'est leur proposition à eux. Voilà. En fait, j'ai perdu le sujet. Hein. Là, ça fait quand même 36 minutes que je vous cause de ça. Hein. 9 Français sur 10 favorables à la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Près des 2/3, ils sont même favorables. Alors, pour résumer, c'est 9 Français sur 10 sont pour qu'on écrive dans la Constitution le droit à l'avortement. Pourquoi? Pourquoi on veut que l'interruption volontaire de grossesse soit inscrite dans la Constitution? En quoi c'est nécessaire? En fait, parce que aux États-Unis, leur machin truc ont dit que ont annulé en fait compte le côté, en fait l'obligation systématique d'accepter que ça l'IVG machin. Ils ont peur qu'en France ça soit le cas. Mais en France, il y a aucun problème. Il y a personne, en tout cas personne de représentatif qui est contre l'IVG. Donc en fait, ils sont en train de nous créer une panique morale, une panique pour un truc qui n'existe pas. Par contre, le fait de vouloir le mettre dans la Constitution, c'est aussi, pour moi, un abus notable. Parce que en quoi c'est pertinent? Je vois pas, moi, non, pour moi, ça va être pertinent. Le monde peut évoluer. On voit déjà comment les choses se passent. Je ne vois pas pourquoi on mettrait des blocages pour des raisons, pour des évolutions possibles futures. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Surtout que, pour moi, il y a trop de tendances. Là, c'est mon côté vieux réac.
de certaines personnes, j'en ai vu, et surtout j'en ai entendu sur les réseaux sociaux, qui considèrent que l'IVG, c'est un moyen de contraception régulier. Ouais, ouais. Les méthodes contraceptives, elles existent. Hein. Elles sont traditionnelles. Hein. On a les contraceptifs oraux. Hein. Tu sais, la pilule. Même la pilule de lendemain. L'IVG, quoi. Mais bon, de préférence, vaut mieux anticiper. Hein. Ça, c'est quand même bien. T'as les préservatifs. Ma cochonne. Ah, j'ai tout un sac de préservatifs. On y va. T'as les dispositifs intra-utérins, tu sais, bon, ouais, ça passera pas. Bon, et t'as tout plein de trucs. Après, je vais peut-être revenir dessus. Alors, attends, on a les contraceptifs oraux, la pilule, donc, qui sont des comprimés hormonaux que tu prends quotidiennement. Clop, 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 clop. Tout cela pour prévenir l'évolution, j'allais dire. Non, l'ovulation. Bon, comme je dis après, on a les DIU, donc les traitements intra-utérins. Donc en fait, pour résumer, c'est des petits trucs en fer, rouillés, des petits trucs en fer rouillés que tu insères dans l'utérus pour prévenir, là encore, la fécondation. Bon, c'est peut-être pas des trucs rouillés, ça peut être des trucs en plastoc. Ah, t'as même des trucs, t'as les coupes, tu te... Les coupes, en fait, c'est cacaproute. Sale. Bon, moins sale, bon, plus technologique. T'as les implants contraceptifs. Alors, tu sais, c'est des petits bâtonnets que tu te fourres dans l'épaule, hein, qui libèrent des hormones régulièrement pour empêcher, là encore, l'évolution. L'ovulation. L'évolution, c'est autre chose. Ah, bon. Alors, là, ça c'est un truc que je connais pas trop, que je m'y suis pas intéressé à titre personnel. C'est les injections contraceptives. Là, il semblerait que c'est plus... en fait, contre des hormones que tu administres pour empêcher l'évolution. Donc en fait, c'est à peu près le même système que la pilule contraceptive, mais en fait, à mon avis, c'est plus poussé. C'est-à-dire que ça demande plus d'analyse. Parce qu'il faut que ça soit véritablement adapté à chaque personne. Donc moi, l'injection contraceptive, je suis pas sûr que c'est la solution la plus universelle possible. Même système que le dispositif type pilule. T'as le patch contraceptif, et là encore, ça libère des hormones. Et ça évite de devoir penser à prendre sa pilule. Donc t'as les injections qui sont pour ça, pour les oublieuses. Le patch, donc là encore, tu mets ça sur la peau et puis voilà quoi. Donc la subtilité que je connais pas non plus, c'est l'anneau vaginal. L'anneau vaginal, là c'est un autre truc, puisque là tu as les libérations d'hormones directement dans le vagin. Alors l'intérêt peut-être, c'est que ça n'a pas de conséquences sur le corps entier, c'est-à-dire qu'en fait c'est une application locale. Bonjour docteur, je suis plutôt pour une application locale. Donc en fait quand tu te défonces pas toutes tes hormones. Voilà, pour résumer c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi d'autre? Bon, la capote, le condom. Ah, alors comme au Moyen-Âge, tu prenais des tripes de porc et puis ça c'était un condom, un petit peu épais mais c'était bien. Sinon t'avais aussi le hamster comme condom. Bon, c'était doux le hamster. Bon, par contre, il y avait toujours les dents, donc il fallait faire attention quand même. Donc, tu as les préservatifs féminins, masculins. Donc ça empêche le sperme d'atteindre l'ovule. En tout cas, dans l'absolu. Mais il y a quand même, je crois qu'il y a quand même 1 ou 2% de chance quand même que ça passe. Alors là, je sais pas pourquoi. Ça me paraît bizarre, mais bon. Et puis la méthode, la méthode Maginot, comme j'aime à dire, moi ça me fait rire. Non, la méthode Erogino, la méthode, en fin de compte, les méthodes en fait qui font appel
Alors, soit à la bonne volonté du bonhomme ou de la gonzesse, la méthode du retrait, c'est ouais, tu vas me prendre et là, tu commences à voir les pores qui se dilatent, tu deviens tout rouge, et faut te retirer là. Non, madame, il faut se retirer. Donc, on retire la zigounette du pilou-pilou pour éviter l'éjaculation à l'intérieur et ainsi éviter la fécondation. Mais là encore, franchement, c'est pas la méthode la plus sûre quand même. Le nombre de petits frères et de petites sœurs que ça a créé, cette méthode-là. Mais bon, il y en a, ils préfèrent leur plaisir à la simple... pratique de l'abstinence. C'est aussi une méthode efficace. Bon, je vais pas vous parler des méthodes symptothermiques. C'est là en fait, on mate par rapport à la température, le cycle menstruel, etc. Et on détermine ainsi les jours de fertilité, etc., etc. Donc ça permet de... Allez, vas-y, je mets tout dedans. Voilà. Mais franchement, là aussi, méthode qui peut marcher, mais c'est quand même un petit peu... voilà. Et la dernière méthode que je peux envisager, c'est la stérilisation. Donc, une intervention chirurgicale comme sur les petits chats. On va bloquer les trompes de Fallope. On va ligaturer les trompes. Avec un gros cutter, on y va. On peut faire ça à la maison. C'est facile, c'est gentil. Voilà. Et... on fait ça aussi aux hommes. Ça ne passera pas par moi jamais dans la vie. Jamais tu ne toucheras mon pénis. Ni mes trompes de Fallope. Non. Chez les hommes, c'est pas des... c'est pas les trompes de Fallope. En tout cas, pour résumer, on va couper le petit canot. On va envoyer le petit canot qui, normalement, envoie les spermatozoïdes dans le machin. Ils le font aller dans l'urètre directement. Et ça finit dans le pipi. Le pipi. Donc en fait, pour résumer, tu craches à blanc ou un truc comme ça, quoi. Donc la stérilisation, moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est un côté très définitif. Et puis je trouve que c'est dénaturer le corps humain. Mais bon, après, c'est pas à moi de juger. Mais voilà, donc, pour revenir à tout ça, parce que tant qu'à faire, autant montrer sa science, Autant montrer sa science quand on en a une quelque part. Que les gens soient favorables à l'IVG, ça me semble normal. Il n'y a pas de dans notre pays, à part quelques individus, il n'y en a pas. Alors qu'est-ce que vous dites? Salut, c'est une diversion pour accuser les chrétiens, le danger en France, mais ne pas parler des musulmans, c'est plus important pour eux. Super 7, le contexte, monsieur, le contexte. À l'heure où la droite et l'extrême droite se sentent pousser des ailes après la terrible décision de la Cour suprême américaine. Alors la droite et l'extrême droite en France se sentiraient pousser des ailes parce que une Cour suprême d'un pays étranger ont remis en question le droit à l'IVG. Eh ben dis donc. Ils ont un paysage mental c'est angoissant. Ils doivent être mal dans leur vie quand même, ces gens-là. Aujourd'hui, plus que jamais nécessaire pour empêcher une terrible régression. Emmanuel Macron a finalement accepté le processus enclenché grâce à Mathilde Panot. Il n'y a pas de panneau lors de la niche parlementaire de 2022, lors d'une journée mémorable pour le droit des femmes. Mémorable, le droit des femmes. Au moment où nous écrivons ces lignes, Emmanuel Macron a fixé au 4 mars 2024 la réunion du Congrès dans le but d'achever l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas des choses tellement plus importantes? Est-ce qu'il y avait un risque? Non. D'ailleurs, c'est pour ça que cette mesure va passer. Et est passée. Parce que tout le monde en a rien à battre, puisque ce n'est pas un problème. En fait, c'est nous dire que
la porte ne grince pas parce qu'on a mis de l'huile et qu'on arrive à la fermer et l'ouvrir correctement. Bah oui, la porte ne grince pas, donc il n'y a pas de problème avec la porte. Bah là, avec l'interruption volontaire de grossesse, il n'y avait pas de problème en France. Donc, à aucun moment, il peut y avoir quelqu'un qui va bloquer quoi que ce soit. Mais ça reste, cependant, c'est ridicule. Il n'y a pas de panneau. Alors, Marine Le Pen reste la principale menace pour ce droit fondamental. Oh, Marine Le Pen! Elle a retiré de son programme le déremboursement de ce qu'elle nommait les IVG de confort. Bah oui, mais attends, qu'il y ait le droit à l'IVG, il n'y a aucun problème. Mais que le droit à l'IVG gratuit, c'est un autre souci. Non, 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 non. Si tu veux, attends, tu veux faire une interruption volontaire de grossesse, fais-la. Par contre, quand c'est ta 3e de l'année, bah, il va peut-être falloir calmer le jeu. Là, c'est pour ça que j'ai énuméré les différents types, hein, de possibilités qu'on a pour éviter d'arriver dans ce cas quand même glaçant. C'est pas bénin quand même. Hein, c'est pas... même si c'est pas lourd, comme ça peut être simplement une simple pilule, hein, ça ne reste pas moins un drame quoi qu'il arrive. Non mais... Coucou la folle muselée. Jusqu'en 2012, d'ailleurs la folle muselée, t'as vu la vidéo que j'ai faite sur machin. Jusqu'en 2012, elle n'a pas changé d'avis. Elle le cache. La chef de l'extrême droite refuse toujours l'allongement du délai. Ah oui, bah oui, là aussi, l'allongement du délai, bah oui. Alors là, ils nous mélangent tout. Là, ils nous parlent de l'IVG et après, ils nous parlent du fait que il voudrait étendre l'étendue, la période, en fin de compte, où on peut faire une interruption volontaire de grossesse. Et là, effectivement, bah, non. En fait, pendant qu'on y est, on va faire un IVG jusqu'au 9e mois pendant qu'on y est. Et puis d'ailleurs, pourquoi on le ferait pas jusqu'à 5 ans, l'IVG, hein? Oh, le gamin, jusqu'à 10 ans, hein? Oh, le petit, oh, il sert à... Oh non, j'avais pas envie d'un cet enfant, hein. Allez, un IVG. Non mais, il y a un moment où il faut... alors après, c'est pas moi qui l'ai déterminé. Je l'ai pas encore vu. Tu l'as pas encore vu? Bah tu l'as pas encore vu? Comment cela est-il possible? Pourquoi es-tu donc là? Bah y a rien de particulier, hein. C'est simplement je commente la vidéo qu'il a faite, hein, le live qu'il a fait, hein. Jusqu'au... Donc en fait, là, c'est essayer de faire passer des dingueries alors qu'on parle. D'un côté, on nous parle l'IVG, États-Unis, machin, attention, les bruits les plus sombres, etc. Le risque pour les femmes de ne plus voir la liberté de leur corps, etc. Ok, pas de souci. On va mettre ça dans la Constitution. Ok, pas de souci. Moi, je trouve que c'est ridicule, mais ok, pourquoi pas. Personne n'est contre. Et après, dans l'article, on nous dit ah oui, mais en fait, Marine Le Pen, elle veut pas qu'on prolonge la durée possible de l'interruption volontaire de grossesse. Bah oui. Bah, peut-être par sa morale, par sa religiosité, elle considère que à partir d'un certain moment, c'est un être humain que les femmes ont dans le bide. Donc pour elle, bah il faut s'arrêter. Et effectivement, là on joue encore sur notre cadre. C'est-à-dire que l'IVG, jusqu'à quand? Parce que si tu mets dans la Constitution que l'IVG est autorisé, mais qu'après tu fais une loi qui dit que maintenant tu peux faire une IVG jusqu'au 8e mois et demi, il va y avoir un problème, parce que si c'est écrit dans la Constitution, tu ne peux pas interdire l'IVG. Donc à la limite, si tu dis bah l'IVG jusqu'à ce que le gamin ait 10 ans, bah, c'est écrit dans la Constitution, il n'y a aucun problème. Oui. On n'a pas le droit de tuer, je crois, on a le droit de tuer les choses et les gens. Alors, à partir de quel moment une chose devient une gens? Voilà. Donc,
Bon, personnellement, comme moi j'en ai rien à battre. Hein, moi, vous pouvez massacrer les gamins en gestation jusqu'au 9e mois, ça me pose pas de problème, hein, je m'en fous. Hein, chacun vit avec ses trucs. Hein. Près de 9 Français sur 10, 88%, sont favorables à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les risques naturels majeurs dans les collectivités d'outre-mer. J'ai même pas compris ce que je suis en train de lire. Il me faut des explications. Alors ça, s'ils ont posé la question aux Français, moi, s'ils m'avaient téléphoné, bonjour monsieur Seri, oui c'est moi. Vous pouvez répondre à un sondage? Ouais, j'ai 2 minutes. Dites-moi, est-ce que vous êtes favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les risques naturels majeurs dans les collectivités d'outre-mer? Est-ce que vous pensez une seule seconde que ça a été la question qui a été posée? Et dites-moi en toute... Salut JC BNK Recover. Donc, est-ce que vous pensez que c'est la question qu'ils ont posée? Moi, je comprends même pas la question. Commission d'enquête parlementaire sur les risques naturels majeurs dans les collectivités d'outre-mer. Donc, je sais pas, moi, y a la mouche CC qui attaque les gens en Guyane. T'as les... à la Réunion, t'as, je sais pas, les requins qui bouffent les gens. À la Guadeloupe, t'as le volcan qui pète. C'est ça, les... à Mayotte, t'as les problèmes de flotte, parce qu'il n'y a pas de flotte à Mayotte. Alors, peut-être qu'on va avoir des explications. Les événements naturels tels que le passage de la tempête Philippe aux Antilles révèlent la vulnérabilité des territoires d'outre-mer face à ces phénomènes. Le changement climatique rend ces événements plus fréquents, mettant en danger les citoyens déjà affectés par des inégalités socio-économiques et un manque d'investissement d'État. Le pognon, encore le pognon. Le pognon, mais il vient d'où le pognon? Le pognon vient d'où? Encore? Toutes les solutions, c'est le pognon. Le pognon. Incroyable, incroyable. Des zones entières vont redevenir inhabitables d'ici 2040-2050. Si aucune mesure de bifurcation écologique n'est mise en œuvre d'ici là. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais tu pourrais faire... Tiens, allez, on fait un truc. On arrête tout. On coupe l'électricité. On ne fabrique plus rien. Que du bambou. On ne fait que planter des arbres. Mais en 2040, 2050, ça sera pareil. En 2100, ça sera pareil. En 2500, ça sera pareil. C'est trop tard, les loulous. C'est trop tard. C'est fini. Hein, vous pouvez ranger les Gaules. Vous pouvez ranger les Gaules, c'est fini. C'était avant qu'il fallait faire ça. Hein, c'est pas maintenant qu'il fallait vous réveiller. C'est fini. Maintenant, faut vivre avec. Voilà. Donc, elle vient nous raconter que... si on fait rien, les zones entières vont devenir... Non, c'est bon, elles vont devenir inhabitables. C'est acté, c'est fini. Arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis, de toute façon, c'est venir culpabiliser les Français... C'est pas les Français qui posent problème. C'est pas les Européens qui posent problème. Nous, on l'a pourri la planète il y a un siècle. Il y a 150 ans. On a commencé il y a 150 ans. On l'a pourri. Ça y est, nous on a fini. Maintenant, c'est au tour des autres. Et on peut pas leur interdire de pourrir le monde. Ils ont le droit aussi à avoir une belle voiture. Ils ont le droit de pouvoir bouffer à leur faim avec du glyphosate dans leur sol. Ils ont le droit de rendre leur mer vide de tout poisson, leur champ, des véritables endroits où il n'y a plus un pauvre petit ver de terre. Eux aussi, ils ont le droit de bouffer du végan. Hein? Oui, ils y ont droit. C'est à eux qu'il faut aller dire ça. Non, refusez, vous n'avez pas le droit. Vous passez directement du Moyen-Âge et retournez-y. Nous, on y va, mais au moins, on aura eu une période où on aura kiffé la vibe. En tout cas, pas nous, nos ancêtres. Ils auront kiffé le truc. Donc, la méthode de la culpabilisation, c'est un non-sens. Ils sont indécrottables. Indécrottables. Oui, pour en rien changer au climat. Qu'est-ce que tu veux changer au climat?
Et puis non mais en plus, Benjamin, comment on peut interdire aux gens de kiffer ça, d'un point de vue humain, même si on va vers la catastrophe, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas aller dire à un Africain qui voit depuis qu'il est tout petit les mecs rouler en bagnole, tout ça, et en plus les ressources elles sont tirées de son pays. Hein, les ports, les mobiles, les machins, tout ça, le pétrole, ça vient. Et il aurait pas droit de kiffer un petit peu. Et les Chinois, il y a eu des centaines de millions de Chinois qui sont morts pour l'aisance qu'ils ont actuellement. Et quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines. Rien que pendant la période Mao, c'est plus de 50 millions de morts. 50 millions. Et tout, vous croyez une seule seconde que pour faire plaisir à la LFI ou aux Occidentaux qui se sont goinfrés pendant 150 ans, ils vont se refuser le plaisir de kiffer la vibe? Même si cela pourrit un petit peu l'univers, on s'en fout, ils s'en foutent. Ah, je te jure, c'est dingue quand même. Et la LFI va changer tout ça. Non mais sérieux. Bon, en 2017, aux Antilles, 136 personnes ont été tuées lors des catastrophes naturelles et 92% des bâtiments endommagés, bigre. Pourtant, ce ne sont pas les catastrophes qui sont responsables, mais les autorités politiques qui refusent de planifier l'adaptation au changement climatique. Ah bah oui. Bah ça par contre, c'est vrai. Ah bah oui. Ah, ça peut être que c'est les autorités politiques qui refusent de planifier l'adaptation. D'ailleurs, un exemple concret, les zones inondables. Ah, vous voyez, ça c'est les zones inondables. Dans tous les coins de France, vous avez, il y a des rivières, il y a la mer, etc. Et il y a des endroits, c'est marrant, pendant 800 ans, hein, on va dire depuis le Moyen-Âge, ils ont jamais foutu un bâtiment. Bon, peut-être une bergerie, peut-être machin, mais jamais du dur, jamais d'habitation. Et depuis un siècle, on commence à fabriquer, à faire des maisons à ces endroits-là. Mais il n'y en avait pas avant. Pourquoi? Pourtant c'était sympa, il y avait la mer, il y avait une rivière, mais pourtant ils se sont jamais foutus là. Pourquoi? Bah parce que ils avaient constaté que quand on mettait une baraque là, tous les X années, bah en fin de compte il y avait une crue. Hein, il y avait une crue, et puis la maison et les habitants partaient, dans le meilleur des cas, les habitants pouvaient fuir, et dans le pire des cas, animaux et habitants étaient tués. Voilà. Donc, mais alors là, c'est le pognon, là encore, le pognon. Bah, on a changé les lois, donc les zones inondables sont à géométrie variable. Voilà. Et donc, on a fabriqué des trucs, des bâtiments. Et après, on s'étonne, il y a des inondations, mon Dieu, les eaux montent, c'est le changement climatique. Oui, ça doit pas aider le changement climatique, ça c'est certain. Mais à la base, on sait que ces endroits, ce sont des endroits, historiquement, où il y avait des débordements et des inondations. C'est connu, c'est su. Je sais pas quoi. Mais bon, et après, on va nous dire que, bon, effectivement, les autorités politiques, mais c'est pas suffisant. L'annonce en 2018 par Macron d'une loi de prévention des catastrophes naturelles en Outre-mer n'a pas été concrétisée. La délégation interministérielle à la prévention des risques naturels en Outre-mer, créée en 2019, a été dissoute après seulement 2 ans. On ne meurt pas d'un ouragan ou d'une coulée de boue, mais de la faillite d'un État face à ces menaces connues. Ah ouais, elle est belle celle-là. Faut la répéter. On ne meurt pas d'un ouragan. Non. Ou d'une coulée de boue. Non. Non, mais de la faillite d'un État face à ces menaces connues. Ah mais sérieux quoi. À noter, cette commission d'enquête largement plébiscitée a été adoptée en commission mardi soir. Une bonne nouvelle pour les Outre-mer, qui doit désormais se vérifier par le vote de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais c'est... c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En quoi le fait... Là, on a fait une commission, on va pouvoir discuter. On va discuter. Ah, il y a une commission. Ah, mais sérieux, quoi, la commission de mes... Non, mais c'est du foutage de gueule. Alors, nouvelle mesure. Une majorité écrasante de Français sont pour l'encadrement des marges des multinationales et instaurer des prix planchers pour les agriculteurs. Eh ben, dis donc. Bah déjà, ça serait bien de mettre en place des prix planchers pour les agriculteurs.
Mais bon, faut aller en parler au groupement d'achat des grandes surfaces. Hein. Une majorité écrasante des Français sont pour l'encadrement des marges des multinationales. Ouais, ouais. Ouais, bah non, mais que les Français soient d'accord, je veux bien, mais je vois pas très bien quelle prise peuvent avoir les Français là-dessus, quoi. Les agriculteurs sont piégés dans un modèle qui les broie en même temps qu'ils épuisent les terres, nanana. Bon, ça, par contre, je vais passer, parce que bon, qu'est-ce que je te dise. Une large majorité des Français sont pour l'encadrement des loyers à la baisse, à l'augmentation des dispositifs d'aide et à l'augmentation de la proportion minimale de logements sociaux dans les communes. Bon, c'est quoi qui finançait les HLM? C'était le livret A, hein, c'était le livret A qui permettait d'avoir des financements, etc., etc. Ouais. Donc, une large majorité des Français sont pour l'encadrement des loyers à la baisse. Donc, il veut qu'on les encadre, les loyers, et qu'on ne puisse pas les augmenter. D'accord, pourquoi pas. Ah, après, est-ce que les loueurs continueront de louer? Alors après, tu dis, bah oui, mais s'ils ne louent pas, on peut leur saisir, hein, pour le donner au peuple qui a soif et qui a faim, et qui n'a pas de... Attends, comme ils avaient dit tout à l'heure, 330 000 personnes qui n'ont pas de domicile. Bon, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc en tout cas, 88% des gens sont favorables, 80%, 70%. Ok. Une part croissante des ménages ne peut plus payer son loyer. Bah, faut arrêter de bouffer faut arrêter de manger, quoi. Payez votre loyer d'abord, quand même, non? Les impayés ont augmenté de 30% en France, 60% en région parisienne. Eh ben, dis donc. Plus d'un 4 millions de personnes sont mal logées. Près de 20% des Français n'allument pas le chauffage. Ah bah, on nous a dit que maintenant, pour qu'un bien... C'est normal qu'ils n'allument pas le chauffage, puisque maintenant, pour louer un bien, il faut qu'ils respectent certaines règles. Donc, évidemment, ces maudits propriétaires, hein, ces propriétaires, là, on parle pas des nantis, des sociétés qui gèrent des parcs immobiliers. Là, on parle du mec, ou de la gonzesse, ou du couple qui a un petit appartement qu'il loue. Et on leur dit, ah bah pour louer ton appartement, il faut que tu fasses des travaux, puisque en fait ton appartement n'a pas les bonnes pas protection, mais n'a pas les bons trucs pour éviter la déperdition énergétique. Et ça coûte des sous. Donc il se trouve que ces gens-là ne sont pas effectivement des nantis. Donc ils n'ont pas les moyens physiques de payer ces travaux. Donc ils ne peuvent plus louer ces appartements. Donc ces appartements sont vides. Et même si un mec éclate la porte, s'installe, met un verrou et ça devient... Donc il prend possession d'appartement, le propriétaire devra remettre aux normes l'appartement qui est illégalement utilisé. La blague, elle est là. Voilà. Mais c'est pas tout. Après... tu te dis, bon, les mecs, on va demander un petit prêt, on est propriétaire, on veut pouvoir louer l'appartement, bah ça, peut-être qu'on n'a pas fini de le payer, donc on va... ou la maison, hein. Donc on va faire un petit prêt, donc on va aller voir la banque. Et la banque, mais vous gagnez... Mais miséreux, tu crois qu'on va te prêter des sous? Ou alors, on prend ta maison en caution, je ne sais pas. On fait une hypothèque. Donc, frais chez le notaire, puisque c'est pas gratuit, l'hypothèque. Et... ah non, mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça. Je dis ça. Hein. Donc, bien souvent, c'est parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques et atteindre une température digne représente une charge bien trop lourde. c'est trop dur. Pour les étudiants, la situation est encore plus dramatique. Ah, les étudiants, on entendait parler depuis longtemps là. Plus de la moitié d'entre eux ont du mal à payer certaines factures d'énergie. Travail. Ces lois sur le squat, ça ne doit exister qu'en France tellement c'est lunaire. Je sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Je connais pas la législation étrangère. Pardon. Pire. La 7e puissance mondiale. Moi, j'ai connu la France. C'était quoi là? C'était la 3e, la 4e, la 5e.
C'était loin tout ça. Ah, la 7e puissance. Attends, quand t'es après la 5e, ne parle plus de puissance. Hein. T'es plus une puissance, t'es un pays normal, quoi. Donc arrêtez avec ça. Pire, la 7e puissance mondiale compte 330 000 SDF. Donc combien de personnes importées depuis les 5 dernières années? Dont 42 000 enfants. Sur ces 42 000 enfants, combien issus de migrants dans notre pays? Indigne, révoltant. Bah oui, c'est vrai que c'est indigne, c'est vrai que c'est révoltant. C'est tout à fait exact. C'est indigne et révoltant. Ce qui est révoltant, c'est de dire à tort et à travers que, en fait, on peut accueillir le monde entier. Et là, par contre, ça aussi, c'est indigne et révoltant de faire miroiter une vie qu'ils n'auront pas. Emmanuel Macron a tranché net. Ah, le cochon, dans le budget des bailleurs, lots sociaux. Ah, les bailleurs, moi j'aime bien bailler. Je baille. Depuis 2017, Emmanuel Macron a diminué la construction annuelle de logements sociaux de 30%. Ah, bah, il n'y a pas d'argent. Par contre, c'est vrai que on manque cruellement de prisons. On manque cruellement d'HLM. On manque cruellement d'argent. C'est surtout d'argent qu'on manque. Après, c'est vrai, l'argent, il y en a, hein, mais il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Moi, je sais pas, moi, je pense que il faut reprendre les vieux principes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas d'argent, on envahit les pays étrangers pour en prendre. Je sais pas, moi. Moi, je pense que si tous les pays qui sont moins militarisés que nous, on les envahit, hein, on leur prend tout leur pognon, et puis voilà, c'est pas une solution, ça. Non. Non. Bah pourtant, faut trouver l'argent quelque part. Hein. Vu tout l'argent que vous voulez qu'on consomme, je vois pas d'autre solution, moi, personnellement. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Hein. Moi, à part... je vois pas. Franchement, je vois pas. Une nouvelle fois, sur l'urgence sociale la plus pressante, rien à attendre du côté des députés du Rassemblement National. Encore une fois, oui, le Rassemblement National, c'est tous des salauds. Ah, surtout sur l'urgence sociale. Cet été, la réponse du parti d'extrême droite... Non, en fait, il fallait lire le parti des chemises brunes. Voilà, c'est bien. À la menace de la sécheresse et du mal logement fut formulée dans leur proposition numéro 14-19 portant sur la suspension de l'obligation de construction de logements sociaux dans les territoires durablement fragilisés par les restrictions d'autopad. Attends, j'ai pas compris. Parce que je rigolais, mais enfin quand j'ai pas lu. Une nouvelle fois, sur l'urgence sociale la plus pressante, rien à attendre du côté des députés du Rassemblement National. Encore une fois. Cet été, la réponse du parti d'extrême droite à la menace de la sécheresse et du mal logement fut formulée dans leur proposition de 1419 portant sur la suspension de l'obligation de construction de logements sociaux dans les territoires durablement fragilisés par les restrictions d'eau potable. Une guerre aux pauvres et au climat. Bah, si ils veulent pas qu'on fabrique des logements sociaux là où il n'y a pas d'eau, donc tu comptes fabrique déjà, je sais pas, des usines de désalinisation avant de fabriquer des appartements où les gens doivent vivre, parce que s'il faut leur faire boire en apportant des bouteilles d'eau minérale, au niveau écologie, c'est pas ça non plus. Hein. Moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien, je dis ça. 7 Français sur 10 sont favorables à un moratoire de 10 ans sur le projet des méga-bassines. Alors, moi, je sais pas du tout. Moi, moi, petite personnelle, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. À la limite qu'on fasse des rétentions d'eau, pourquoi pas? Mais pourquoi? Par contre, je suis contre le fait de les faire à l'air libre. Parce que qui dit air libre dit soleil, dit évaporation, donc déperdition de ressources. S'ils veulent faire des méga-bassines, qu'ils les fassent, mais il faut un trou de 10 mètres. Et en fait, il y a 5 mètres de terre au-dessus. Voilà. Et pas du plastoc, hein, 5 mètres de terre. Voilà.
Là, je suis d'accord. Sinon, moi, je suis contre toutes ces histoires de méga bassines à ciel ouvert, quoi. Voilà, mais c'est mon avis personnel. J'ai absolument aucune notion scientifique ou machin. Je dis simplement mon ressenti. Voilà. Ces immenses bassins privatisés alimentent un modèle agricole productivisme à bout de souffle et financé par des fonds publics, État et collectivités. C'est vrai ça aussi, c'est vrai. Ceux qui font sortir de terre ces cratères bâchés de 5 à 16 hectares sont les artisans de leur débâcle et les responsables du défi de notre siècle. Préserver l'eau comme un bien commun. Ben, là par contre... Il n'y a pas une nappe phréatique qui n'est pas contaminée par des saloperies, donc... On va mourir. On va tous mourir. Tous mourir. Il ne s'agit pas là d'un affrontement entre écologistes et agriculteurs, comme le présentent les éditorialistes de droite et autres organes du pouvoir. Ah bon ? Il s'agit d'un vaste mouvement de privatisation de l'eau au service d'une poignée d'exploitation ultra intensive. Sur le bassin Sèvres-Niortais-Mignon, sur 2000 exploitations agricoles, seules 103 sont uniquement connectées sur les 16 bassines au projet. 5% des exploitations vont accaparer l'eau au détriment des autres. Oh, tout cela n'est pas beau. Oh, tout cela n'est pas propre, effectivement. Plus de 6 Français sur 10 sont favorables à la suppression de la loi Cazeneuve, dite permis de tuer, autorisant les policiers à utiliser leur arme dans certaines circonstances. Oh! Bon, là je pense qu'on va rentrer dans le grand guignol. Hein. L'année 2022 a établi un triste record. 13 personnes, 6 conducteurs et 7 passagers ont été tués par la police pour un refus d'obtempérer. Mais tu refuses pas d'obtempérer. Tu refuses pas. Si tu refuses d'obtempérer, c'est que tu fuis. Si tu fuis, c'est que tu ne respectes plus la législation sur les routes. Donc, tu peux être un risque mortel pour la population. Donc, tu dois être arrêté. Si, pour t'arrêter, il faut t'abattre comme une merde, on t'abattra comme une merde. Mais, moi, à titre personnel, je pense, et je suis d'accord avec moi-même, je préfère qu'on abatte quelqu'un qui refuse d'obtempérer que de le voir risquer de renverser quelqu'un sur un passage piéton. Et à la base, cette fameuse loi sur cette le permis de tuer, en tout cas c'était pas permis de tuer, ça permet d'utiliser une force létale quand les circonstances peuvent laisser penser que les personnes en question peuvent, par l'inaction du policier, provoquer des morts, des blessés, etc. Ce n'est que ça. Ça a été fait dans le cadre des lois suite aux attentats de 2015, mais ça a une application beaucoup plus large. Mais je vois qu'on pleurniche à la LFI et que en posant de façon tronquée, c'est vrai que si tu dis aux questions « Êtes-vous d'accord pour qu'on annule ce permis de tuer qui autorise les policiers à abattre sommairement les gens dans certaines circonstances ?» Ah oui, si tu poses cette question aux gens, bah c'est sûr qu'il y a de fortes chances quand même qu'ils soient contre. Bah oui, même moi, tu me poses la question comme ça, je suis contre. Ça me paraît évident. Depuis plus d'un an, une personne par mois est tuée au volant de sa voiture par la police. Depuis 2017, mise au point par les derniers premiers ministres socialistes Cazeneuve qui modifient l'usage des articles d'Ananana, les policiers peuvent tirer, résultat plus 40% de tirs policiers depuis 2017. Bon, par contre, la problématique, et là c'est encore une histoire d'argent, c'est que nos policiers, majoritairement, ne sont pas formés pour tirer. Ils ne font pas assez d'exercice, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte cher les balles. Ça coûte cher le temps qu'ils sont au centre de faire du tir, là, du tir au pigeon sur des cibles. Mais ouais, mais il faudrait qu'ils en fassent plus. Voilà. Parce que le vrai risque, il est là, surtout.
6 Français sur 10 sont favorables à garantir l'allocation de soutien familial aux familles monoparentales, même en cas d'évolution de la situation conjugale. Bah, si la famille monoparentale, par le fait de son évolution conjugale, c'est-à-dire qu'en fait, un parent seul qui élève son enfant se met en couple avec quelqu'un, bah, elle n'est plus seule. Si c'est ça la question, moi ça me choque pas. Enfin, je sais pas, mais peut-être que j'ai pas compris la question, hein, c'est possible. Hein. Cette proposition de loi vise à déconjugaliser l'allocation de soutien familial en France, destinée à aider à l'éducation des enfants privés de soutien d'au moins un des parents. Elle cesse d'être versée si le parent isolé se marie, se paxe ou vit en concubinage. Cette condition est injuste et revient à pénaliser financièrement l'amour. Bah, quel rapport? Mais t'es pas beau... Mais... Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas, non. Attends, l'aide est donnée pour les parents seuls. À partir du moment où le parent n'est plus seul, l'aide n'a plus lieu d'être. L'aide, c'est pas une aide aux mamans ou papas isolés qu'un enfant pour l'éternité, c'est simplement parce que ce sont des parents qui n'ont plus les moyens financiers. À partir du moment où, si tu vis en concubinage, pax et machin, le calcul pour te donner cette aide est lié à tes revenus. Elle est liée à tes revenus. Donc si tes revenus, pour une raison ou une autre, augmentent et que tu ne rentres plus dans le cadre, l'aide saute. C'est simple. Je vois pas très bien quel est le rapport avec l'amour. Une grande majorité de ces familles monoparentales sont des mères isolées qui souffrent de difficultés d'accès à l'emploi comme au logement. Leur niveau de vie moyen est inférieur de 20% à celui des pères isolés. Ah bon? Allez, belle l'histoire. 17% des mères isolées sont au chômage contre 8,3% des mères vivant en couple. Ah bon? Le fait d'être... En fait, le fait d'être en couple te permet de trouver plus facilement du travail. C'est ouf, hein? C'est dingue, ça. C'est dingue. Bon, après, c'est peut-être que les mères isolées n'ont pas sont au chômage parce qu'elles ne peuvent pas payer quelqu'un pour garder leurs enfants. Eh oui, ça, par contre, c'est clair. Je suis d'accord. Mais vu comment ils présentent ça, ils ne le présentent pas comme ça, hein. Or, même si elles se remettent en couple, rien n'assure que l'autre personne assurera la charge de l'enfant. Bah, alors qu'elle se mette pas en couple. Un couple, c'est pas simplement pour se faire niquer, hein. C'est aussi pour avoir un projet en commun. Après, si les gens sont des imbéciles, bah tant pis pour leur gueule, hein. Qui souhaite vraiment vivre dans une société où on va examiner la vie privée des plus précaires pour déterminer s'ils méritent de toucher ce complément si nécessaire pour l'éducation des enfants? Bah oui, mais là encore. Moi je dis, on peut régler ça autrement. On annule cette aide. On l'annule. Voilà. Et on la repropose sous un autre nom. Et là, il n'y aura plus d'histoire. Ce sera une rente pour l'éducation des enfants. Voilà. Mais ça ne sera pas une allocation pour les parents isolés. Ça veut dire ce que ça veut dire, parents isolés. C'est tout, je sais pas. 74% des Français sont favorables à l'abrogation du rapport de l'âge légal de la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans. 2 tiers de la population est favorable à un retour à l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans. Ouais, bon là, de toute façon, je pense que c'est pas la peine de s'étendre beaucoup, mais parce que bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça a été dit, redit, il y a eu moult vidéos sur le sujet, moult contenu, donc est-ce que on a grand-chose d'autre à dire? Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Sur le chat. Putain, je les ai endormis, moi, à leur raconter ça, quoi. Ah, je les ai pliés. Ah, il dit, on va venir et tout. Au début, en plus, il avait l'air rigolo, là. Il est rigolo, le monsieur, dans le truc, là. Il dit des trucs, c'est rigolo. Et puis après, c'est chiant.
Par sa réforme de retraite à 64 ans, Emmanuel Macron a décidé seul d'un vol de 2 ans de vie à chaque concitoyen, c'est clair. Une réforme injuste sur tous les plans alors qu'une alternative est possible, comme le proposent les Insoumis depuis des années. Oh, ils sont gentils les Insoumis. Le coût de la retraite à 60 ans et 40 unités est estimé à 28 milliards pour l'Institut Montaigne. Donc l'Institut de la LFI, quoi. 3 fois moins que ce qu'annonce le gouvernement qui a menti à de multiples reprises. Et nous, on doit croire l'Institut Montaigne. Et vous savez qui c'est le boss de l'Institut Montaigne? C'est le Percheron. C'est le Mélenchon. C'est Méluche. Donc pourquoi on les croirait? Pourquoi leurs chiffres seraient plus crédibles que ceux d'un autre? Après, moi, j'ai rien contre, mais... Quand ils nous disent que c'est 3 fois moins, ça fait quand même un sacré gap, quand même, hein. Que ce qu'annonce le gouvernement qui a menti à de multiples reprises pour tenter de justifier cette injustifiable régression sociale. Ouais, par contre, c'est vrai que quand ils ont dit « Oui, enfin, avec ça, mais ça maintiendra ça fera en sorte que les retraités aient au moins un SMIC et au minimum le SMIC comme rente de retraite. » Et non. C'était pas ça du tout. Ils nous ont menti, effectivement. Enfin, de toute façon, le gouvernement est... De toute façon, ils nous font que mentir, que nous dire des conneries, des merdes, des menteurs pathologiques. De toute façon, quand on voit que une bonne partie du gouvernement a des casseroles judiciaires au cul, donc t'as tout dit, quoi, t'as tout dit. Et je ne doute pas, Macron était trop jeune dans la carrière, mais je ne doute pas qu'après son passage à l'Élysée, il va nous faire des dingueries et il finira devant une cour de justice quelconque. C'est sûr. C'est écrit. La retraite à 60 ans est facile à financer. Ah bon? C'est dingue, tout est facile à financer, quoi. Il suffit de faire cotiser les revenus qui échappent. Comme les dividendes et les stock options. Les dividendes sont déjà bien assujettis, hein. Ah bah je sais pas qu'est-ce que ça paye, mais je peux vous le dire, hein. Ou les stock options pour dégager 36 milliards d'euros. Elle permet même des économies en sortant les seniors de 62 ans du chômage et des minima sociaux. Ce serait 4 milliards par an de coûts évités. Bon. Voilà, on a fini. Ça fait quand même 1h30. 1h30 hein, quand même. Hein. 1h... Hey, c'est la durée d'un film. Hein. C'est la durée d'un film. Eh ben dis donc. Donc ça a été réalisé donc au novembre sur un échantillon de 1094 personnes. Méthode des quotas et redressement appliqué aux variables suivantes avec sexe, âge, catégorie socio-professionnelle. Les résultats sont exprimés en pourcentage avec un intervalle de confiance. C'est quoi un intervalle de confiance? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas. Bon. Eh ben dis donc. C'était de la grosse machin. Je vais foutre ça où moi? Bah dis où?